Oui, nous allons donc parler du bonheur au travail. Je mettrais volontiers comme titre plus explicite « Sens du travail, bonheur et motivation ». Bonheur au travail, bien-être au travail, bien vivre au travail. J'avoue que cette expression de bien vivre, je ne l'ai entendue qu'ici. Je ne sais pas si c'est une expression typiquement helvétique. Ça me séduit assez, parce qu'en vérité, quand je distingue le bien-être du bonheur, parce que les gens dans les entreprises, moi j'interviens surtout dans les entreprises privées, n'osent pas trop me proposer le bonheur au travail. Ça leur paraît une demande un peu exorbitante, donc ils me proposent plus modestement de parler de bien-être au travail. Et moi je leur dis que je préférerais parler de bonheur. Parce qu'au fond, le bien-être, c'est quoi? Moi, je dis, le bien-être, c'est quand on a mal nulle part. Le bonheur, c'est quand on est en état de se réjouir, au moins parfois, pas une joie permanente, mais une joie continuellement possible. Et bien sûr, mieux vaut pouvoir se réjouir que simplement n'avoir mal nulle part. D'autant que n'avoir mal nulle part, c'est une notion relative. Vous savez, je ne sais plus quel humoriste disait « je n'ai mal nulle part, sauf quand j'appuie ». Toute la question de savoir si on appuie ou pas. Et peut-être que le bien-vivre, c'est ce que je me disais en écoutant les différentes personnes avec qui j'ai déjeuné ce midi, qui parlaient de bien-vivre, je me disais au fond, c'est peut-être une notion intermédiaire entre le bien-être, n'avoir mal nulle part, c'est mettre la barre trop bas. Et le bonheur, se réjouir au travail, c'est peut-être parfois mettre la barre un peu haut. Mais enfin, mieux vaut mettre la barre trop haut que trop bas. Alors le bonheur au travail, c'est une notion importante, bien sûr, mais en même temps, c'est une notion difficile. Parce que reconnaissons que, contrairement à ce qu'on dit dans la plupart des livres de management, le travail et le bonheur ne vont pas spontanément ensemble. En tout cas, pas de façon évidente. Disons-les, soyons honnêtes pour une fois, être heureux, tout le monde est pour. Travailler, on ne préférerait pas. Être heureux, tout le monde est pour. Travailler, en gros, on ne préférerait pas. Et donc la question de l'articulation des deux est évidemment une question importante. Alors je n'ai pas le temps, dans le temps dont je dispose, d'analyser en détail cette notion de sens, comme il m'arrive de le faire quand j'ai davantage de temps. Donc on va prendre la chose au plus court, de la façon la plus concrète. On va se demander qu'est-ce qui fait courir les salariés des hôpitaux universitaires de Genève. On dit, qu'est-ce qui vous fait courir? Après quoi courez-vous? Alors d'abord, est-ce que vous courez après le travail? Ça, c'est ce que voudrait le directeur, mais à nouveau, la réponse est non. Je l'ai déjà dit, travailler, on ne préférerait pas, c'est vrai comme de n'importe qui. Et d'ailleurs, vous avez bien raison, ils ont bien raison. Parce que le travail, par définition, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un but en soi. Le travail, ce n'est qu'un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Donc, vous ne courez pas après le travail. Alors, est-ce que vous courez après la morale, la vertu, cette fameuse valeur travail dont on nous rebat les oreilles, en tout cas en France, depuis déjà plusieurs années? La réponse, à nouveau, est non. Et à nouveau, vous avez bien raison, parce que le travail n'est pas une valeur morale. Cette fameuse valeur travail, on peut parler de valeur travail, oui, c'est une valeur marchande. C'est pour ça qu'on vous paye pour travailler. On ne vous paye pas pour être juste, aimant, généreux. Une valeur morale, par définition, ça n'est pas à vendre, ça n'a pas de prix. Dès lors que tout travail mérite salaire ou rémunération, ça confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles « Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». C'est sensiblement différent. L'amour est évidemment une valeur morale, le travail, évidemment, n'en est pas une. Alors quand je dis ça aux chefs d'entreprise, il y en a souvent un qui me dit « Il est écrit dans la Bible, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est? Je leur réponds « Oui, c'est le travail.
c'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. Autant, monsieur le directeur, choisir le fouet ou le knout comme emblème managérial. Mais bon, laissons les écritures. Le travail n'est pas une valeur morale. Ça veut dire que s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertus que de possibles pathologies. Alors, qu'est-ce qui fait courir? Est-ce que vous courez après le travail? Non, vous avez raison, le travail, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Est-ce que vous courez après la valeur morale du travail? Non, vous avez raison, le travail est une valeur marchande, ce n'est pas une valeur morale. Alors, est-ce que vous courez après l'argent? Ah bah oui, bien sûr, pour une part. Ah oui, c'est pour ça qu'ils travaillent quand même. Hein. Ce n'est pas par amour du directeur, ni seulement par amour des patients. Non, non, évidemment, vous courez tous après l'argent. C'est pour ça que vous travaillez, au moins pour une part, c'est ce qu'on appelle en gros le salariat, pour ce qui concerne vos différents statuts. Sauf que, comme me l'a dit un jour un chef d'entreprise, il me disait, vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, bien sûr. Oui, ça rend motivable. Si vous ne les payez pas, ils ne seront pas motivés, mais la question ne se posera plus. Mais l'argent, m'expliquait-il, ça n'a jamais motivé personne. En tout cas, le salaire, le fixe. Hein, s'il y a des primes, des parts variables, ça peut être éventuellement différent. Mais pour ce qui est du fixe, du salaire, le salaire, ça n'a jamais motivé personne. Parce que celui parmi vous qui, par hypothèse, ne travaillerait que pour le salaire, il n'a par définition aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Donc oui, on travaille pour l'argent, mais l'argent, ça n'a jamais motivé personne. Ça ne suffit pas à la motivation. D'ailleurs, comme me l'a dit un autre chef d'entreprise lors d'un colloque, il me disait, oui, bien sûr, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler, ça c'est clair. Cela dit, me disait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. En l'occurrence, c'est une entreprise privée, mais ça vaut aussi à l'hôpital. Il y a un marché du travail dans le monde de la santé aussi, puis il y a les grilles indiciaires, enfin bref, l'hôpital n'est pas maître des salaires. Donc, je reprends la formule de mon patron du privé, il me disait, oui, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien, me disait-il, que ma valeur ajoutée de manager, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien, me disait-il, que ma valeur ajoutée de manager, elle n'est pas dans le salaire, elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi, et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Qu'est-ce qui vous fait courir les uns et les autres? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la morale, ce n'est pas seulement l'argent, le salaire. Vous courez d'abord et surtout après le bonheur. Nous courons tous après le bonheur. D'ailleurs, vos patients, ceux qui viennent se faire soigner dans l'hôpital, ils courent aussi après le bonheur. En gros, pourquoi est-ce que vous venez travailler tous les matins, ouvrables? Parce que vous pensez que vous serez plus heureux en travaillant aux hôpitaux universitaires de Genève qu'en travaillant ailleurs ou qu'en n'y travaillant pas. De même que vos patients viennent se faire soigner parce qu'ils se pensent, légitimement j'imagine, qu'ils seront plus heureux en se faisant soigner chez vous qu'en se faisant soigner ailleurs ou en ne se faisant pas soigner du tout. Nous courons tous après le bonheur. Après, mais au fond, qu'est-ce que vous en savez? Les salariés des hôpitaux universitaires, vous ne les connaissez pas. Je vous répondrai que j'en sais que ce sont des êtres humains. Et que je crois avec Blaise Pascal que tout homme, toute femme veut être heureux. C'est une formule fameuse
de Pascal, dans les pensées de Pascal, Pascal écrit « Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Fin de citation. Oui, la touche finale, hein, jusqu'à ceux qui vont se pendre, dans sa noirceur, dans sa beauté, dans sa profondeur, est très pascalienne, mais très vraie au fond. Parce que finalement, celui qui va se pendre, hein, celui qui se suicide, c'est arrivé récemment un médecin cancérologue, hein, dans des grands hôpitaux parisiens, victime, semble-t-il, de harcèlement. Enfin bon, j'en suis pas juge, l'enquête est ouverte. Mais celui qui se suicide, pourquoi se tue-t-il? Il se tue bien sûr pour ne plus souffrir. Or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est encore se rapprocher du dernier bonheur purement négatif qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Eh bien, si tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre, comme dit Pascal, permettez-moi de penser que tout homme, toute femme veut être heureux, y compris celui ou celle qui vient travailler aux hôpitaux universitaires de Genève 4 ou 5 jours par semaine. C'est ce que Stendhal, le romancier, appelle la chasse au bonheur. Nous courons tous après le bonheur. Stendhal écrit quelque part assez joliment « La chasse au bonheur est ouverte tous les matins ». Ce qui est très vrai, et bien sûr, y compris les jours ouvrables. On ne va pas attendre le week-end pour entreprendre d'être heureux. La chasse au bonheur est ouverte tous les matins, c'est très vrai, mais reste à savoir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Parce que ça compte aussi, l'économie. Eh bien ça, c'est le problème de la motivation. Alors vous savez que ce mot de motivation, il a deux sens différents, mais liés. Il y a ce que j'appelle la motivation objective. Pardon. L'ensemble des motifs d'une action. Et il y a ce que j'appelle la motivation subjective, l'état psychologique qui est induit par ces motifs, au sens où on dit que tel individu est très motivé, tel autre très peu, quand bien même il poursuivrait par hypothèse les mêmes motifs. Bref, dans le dictionnaire, si vous regardez à l'article motivation, vous verrez qu'on vous renvoie à l'article motif. Alors vous allez voir dans le dictionnaire à l'article motif. Et là, vous verrez que dans le dictionnaire, un motif est défini comme étant un but intellectuel, par différence avec l'intérêt ou le mobile, un but intellectuel. Eh bien, la première fois que j'ai fait cette petite recherche, je me suis dit « aïe ». Aïe parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu, qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel pour l'excellente raison que l'intelligence n'a jamais... Pardon, c'est un mauvais rhume. Pour la bonne raison que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Ce qui fait courir les gens, ce n'est pas l'intelligence, c'est le désir, bien sûr. L'intelligence permettra éventuellement de choisir le chemin pour atteindre le but. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but proprement, ce n'est pas l'intelligence, c'est toujours le désir. Je l'illustre d'un exemple de père de famille, pour être plus concret. Imaginez que tel de vos enfants, un gamin de 12-13 ans, ne travaille pas en mathématiques. Vous lui dites « tu dois travailler tes maths ». Le gamin vous répond « d'accord papa, d'accord maman, je veux bien travailler mes mathématiques, mais à une condition. C'est que tu me démontres mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. » Et bien là, vous êtes mal. Vous êtes même très mal. Parce que le plus grand mathématicien du monde est incapable de démontrer mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Pour une raison très simple mais très forte, c'est que la proposition « il faut faire des mathématiques » n'est pas une proposition mathématique. Si bien que pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, il n'est d'ailleurs pas plus bête qu'un autre, et puis surtout, je vous mets au défi de le rendre plus intelligent. Pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence,
mais sur son désir, bien sûr. Et comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, s'il aimait ça, il n'y aura pas de problème. Comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, vous allez devoir trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que votre gamin désire, pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Alors, par exemple, vous allez lui dire, écoute, il faut travailler tes maths parce que tu m'as dit que tu voulais faire médecine plus tard. Voilà, pour faire médecine dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir un bon niveau en mathématiques. Le gamin ne désire pas faire des maths, mais il désire faire médecine. Vous vous appuyez sur la médecine qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Ça, c'est le cas idéal. Il faut dire aux jeunes parents qui sont ici que ça n'arrive pratiquement jamais, ce genre de choses. Si, comme c'est plus vraisemblable, votre gamin ne désire aucune étude en particulier, vous allez baisser d'un cran. Et vous allez lui dire, il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ton père. Il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ta mère. Le gamin n'aime pas les maths, mais c'est un gentil gamin, il aime ses parents, il a envie de leur faire plaisir. Vous appuyez sur le désir qu'il a de vous faire plaisir pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Et si même ça ne marche pas, vous descendez encore d'un cran et vous lui dites, écoute, il faut travailler tes maths parce que si tu as la moyenne à ton prochain contrôle, je t'achète un nouvel ordinateur. D'accord, c'est nul, mais on n'a pas toujours le choix des moyens. Le gamin ne désire pas faire des maths, il désire un nouvel ordinateur. Vous appuyez sur l'ordinateur qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Bref, ce que je veux vous montrer par cet exemple de père de famille, c'est qu'il n'y a pas de but intellectuel, il n'y a de but que pour et par le désir. Bref, si je vais un jour diriger une école de management ou de commerce, c'est-à-dire les mêmes aujourd'hui presque toujours, je ferai inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée sur le mur de gauche une formule d'Aristote, philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'un des plus grands de tous les temps, comme chacun sait. Aristote écrivait simplement « Le désir est l'unique force motrice ». Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meut. Voilà, ce qui meut un homme ou une femme, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. L'intelligence permettra de choisir le moyen pour atteindre le but, oui. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but, ce n'est pas l'intelligence, c'est le désir. Et sur le mur de droite du hall d'entrée de mon école de management, je ferai inscrire une formule de Spinoza, 17e siècle après Jésus-Christ, en Hollande. Spinoza écrivait, et au fond l'idée est la même, le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. Autrement dit, nous sommes des êtres de désir. Eh bien ça nous dit quelque chose d'essentiel sur la condition humaine. Aussi sur le métier d'un certain nombre d'entre vous, ceux qui sont managers, comme on dit. Ou ceux peut-être qui s'occupent des contacts, mais là c'est le cas aussi des soignants, du même coup, au moins d'un certain point de vue, avec les patients, mais avec ce qu'on appellerait dans une entreprise ordinaire, les clients. Ce que je veux dire, c'est que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, bref, si nous sommes des êtres de désir, ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise, publique ou privée, un cadre, un responsable, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Mais bon, ici, vous n'êtes pas tous managers, tant s'en faut, donc je ne veux pas spécialement développer ce point-là, mais je soumets ça à la réflexion des managers qui sont ici. Mais en revanche, nous sommes tous des êtres humains. Et donc, si le désir est l'unique force motrice, il n'y a pas de motivation sans désir. Si le désir est l'essence même de l'homme, il n'y a pas d'humanité sans désir. Ça veut dire que pour nous tous, la question la plus importante de toutes, la question des questions, c'est évidemment qu'est-ce que le désir?
Qu'est-ce que le désir? Et ce qui me tue, c'est que vous avez dû faire d'excellentes études pour la plupart d'entre vous. Et je soupçonne pourtant qu'on ne vous a jamais expliqué clairement ce que c'était que le désir. Vous avez fait d'excellentes études qui sont malencontreusement passées à côté de l'essentiel. Si bien qu'il me reste, c'est effrayant, 35 minutes pour essayer de compenser une éducation ratée. 35 minutes, c'est quand même très court. 35 minutes, c'est quand même très court, donc je ne vais pas faire un cours sur toutes les théories philosophiques du désir, il y faudrait des semaines. Je ne vais en retenir que deux. Les deux plus profondes, à mon sens, les deux plus éclairantes, qui sont d'une part la théorie de Platon, par laquelle je vais commencer, d'autre part la théorie de Spinoza, par laquelle je vais continuer. Alors attention, les deux sont vrais, bien sûr. J'ai peu de temps, je ne vais pas commencer à faire un cours sur les théories que je crois fausses. Les deux sont vraies et pourtant vous allez voir qu'elles s'opposent frontalement. C'est pourquoi notre vie en général et votre métier en particulier sont tellement compliqués. Alors Platon, le maître d'Aristote, donc on est en Grèce toujours, 4e siècle avant Jésus-Christ, mais une génération avant Aristote, puisqu'Aristote a été l'élève de Platon. Alors à la question « Qu'est-ce que le désir ?», Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet est un livre qui porte sur l'amour. La question centrale dans le banquet de Platon, c'est « Qu'est-ce que l'amour ?» Et à cette question centrale « Qu'est-ce que l'amour ?» Platon répond par une double équation. Platon répond l'amour est désir, première équation, l'amour est désir. Et deuxième équation, le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement, et voilà pourquoi le bonheur, si souvent, est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés, s'il y en a dans la salle. Spinoza va venir sauver votre couple, pas plus tard que dans 10 minutes. Enfin, si c'est encore possible, je ne peux pas non plus faire des miracles, moi, mais si c'est possible, on va entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple dans les 10 minutes qui viennent, mais avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit, qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Je suis content que ça vous amuse, c'est plutôt bon signe. Alors le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire que ce qui me manque, donc je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Qu'est-ce qu'être heureux ? Platon répond, mais chacun pourrait répondre la même chose. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne sera jamais heureux, mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne part, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires que ce que tu n'as pas. Et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. Mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous désirez.
c'est ce que vous désiriez avant du temps où vous n'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, c'est pas moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance. Je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Oui, en gros, mon idée, évidemment, c'est qu'on est une bonne majorité ici à être tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza, tantôt heureux, tantôt pas heureux, peut-être plus souvent d'ailleurs dans l'entre-deux, qui les sépare ou qui les unit. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il faut comprendre d'abord la logique de chacun des deux pôles qui en structurent l'espace. Bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis donc jamais heureux. 3 exemples pour rendre ça plus concret. Je commence par un exemple qui me concerne personnellement. Donc, je suis philosophe, ça veut dire que j'ai fait des études de philosophie. Ça veut dire que pendant 5 ans de ma vie, l'objet désirable, c'était l'agrégation de philosophie. Le concours de recrutement pour devenir prof de philo. On pourrait dire l'internat pour les médecins qui sont ici, ou le diplôme d'infirmière, que sais-je. Moi, c'était l'agrégation de philosophie. Ça veut dire que j'ai passé en gros 5 ans de ma vie à me dire qu'est-ce que je serais heureux si j'étais agrégé de philo. Ou les jours d'optimisme, qu'est-ce que je serais heureux le jour où je serais agrégé de philo. J'ai été reçu à l'agrégation de philosophie. Sincèrement, que penseriez-vous de moi si je vous disais « Les amis, je suis heureux parce que je suis agrégé de philosophie ». Vous diriez « Ce type est un con ». Vous auriez bien sûr raison. Mais ça nous dit quelque chose de très éclairant, et pas seulement sur l'agrég de philo, mais bien sur la condition humaine. Ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, je vous laisse adapter ça à votre cursus propre, ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, ne peut faire le bonheur que de quelqu'un qui n'est pas agrégé. Oui, mais elle ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas l'agrégation, et qu'elle lui manque s'il la désire. Et elle ne fait pas mon bonheur, puisque j'ai l'agrégation. Qu'en conséquence, celle-ci ne me manque plus, ce qui me rend capable de la désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas d'agrégation heureuse. Le deuxième exemple est plus embêtant, monsieur le directeur, pour les managers, parce que c'est l'exemple du travail. Souvenez-vous, monsieur le directeur, de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. À supposer qu'il y a 6 mois, vous ayez été en position d'embaucher. Souvenez-vous de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois, vous savez, celui qui sortait de 18 mois de chômage. 18 mois de galère. Ça faisait 18 mois qu'il n'était pas un infirmier ni un médecin, il n'était pas technicien de surface, comme on dit. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis, il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, aux hôpitaux universitaires de Genève, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, c'est que depuis que vous l'avez embauché, monsieur le directeur, le travail ne lui manque plus. Maintenant, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, il ne désire plus travailler. Lui, ce qu'il désire, comme tout le monde, c'est les week-ends, les vacances, la retraite. Et si l'amour est désir, ça veut dire qu'il n'aime pas son travail. Bref, ce que Platon nous aide à comprendre, et qui en dit long sur le travail, sur le salariat et donc sur le management, ce que Platon nous aide à comprendre, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas de travail. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur de vos salariés, monsieur le directeur, parce qu'ils ont du travail.
qu'en conséquence celui-ci ne leur manque plus, ce qui les rend capables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Alors là, votre directeur se dise vivement Spinoza, parce que là, je suis mal. Pas de panique, monsieur le directeur. Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, si couple il y a, mais votre métier. Je ne peux pas faire mieux. Mais là encore, avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre métier, prenons le temps, et le métier des managers, mais en fait le métier de tout le monde, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'ici aussi, il y a bien quelque chose à sauver. Qu'ici aussi, il y a bien un problème quelque part. S'il y en a parmi les managers qui sont ici, quelques-uns qui n'avaient encore jamais réalisé jusqu'ici qu'il est plus facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que lorsqu'on est salarié, il y a quelque chose d'essentiel et au salariat et donc au management qui leur avait jusqu'ici échappé.